Bonjour Roland Hureau. Eh ben, Bonjour vous Alain. allez étraîner la chaîne que nous mettons en route. Vous êtes le premier intervenant et je crois que vous reviendrez souvent. Et là, c'est pour nous parler de politique internationale, de politique étrangère. Et je crois que l'ouverture va se faire sur les problèmes de l'Ukraine. Donc, comment voyez-vous la situation dans le Nous- pays? Comment voyez-vous la situation internationale autour de la question ukrainienne? Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Nous sommes toujours en guerre. Et l'Europe est toujours en guerre. Cette guerre peut toujours dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grave, puisqu'elle implique deux des grandes puissances de ce monde, qui sont la Russie et les États-Unis. On peut se demander si les négociations qui ont commencé depuis l'élection de Donald Trump entre Trump et Poutine, ou par l'intermédiaire de leurs nombreux diplomates qui sont à l'œuvre des deux côtés, nous laissent un espoir de paix. Nous l'avons pensé pendant quelques mois, et je dois dire que si deux personnages qui pèsent autant que Trump et Poutine, qui pèsent autant à titre personnel, mais qui pèsent aussi en raison de puissance qu'ils représentent et qu'ils dirigent, veulent la paix, il serait quand même étonnant qu'ils n'y arrivent pas. Ceci dit, les obstacles sont nombreux. Les négociations semblent arrêtées depuis quelques semaines, alors que les combats continuent. Les combats continuent. L'armée ukrainienne, qui est en grande difficulté, mais qui poursuit la bataille, est toujours aidée par les pays d'Europe occidentale, ainsi que la Grande-Bretagne, qui s'ajoute aux pays de l'Union européenne, et elle est aidée aussi par les États-Unis. Trump, c'est assez normal dans une négociation, n'a pas cessé le combat avant d'avoir obtenu des résultats. Alors, situation assez étonnante parce que pour que le conflit s'arrête, il faudrait que la partie russe accepte un cessez-le-feu. Zelensky, qui sert de président à l'Ukraine, demande un cessez-le-feu. Ses mentors européens aussi demandent un cessez-le-feu sur les lignes de position actuelles. On dira, mais pourquoi est-ce que Poutine n'accepte pas? Pourquoi est-ce que les Russes veulent continuer à se battre? Oh, les méchants, dira-t-on. Mais c'est qu'ils ne sont pas naïfs. Il fait peu de doute que Zelensky et les gens qui l'appuient par derrière, c'est-à-dire surtout et d'abord les principaux dirigeants d'Europe occidentale, peuvent très bien profiter de ce cessez-le-feu pour réarmer l'Ukraine, pour qu'elle reparte à l'avant dans son combat contre la Russie et qu'elle tente éventuellement de reconquérir le terrain perdu. Ce n'est pas une vaine crainte, puisque c'est exactement ce qui s'est passé entre 2014 et 2022. 2014, c'est ce qu'on a appelé la révolution de Maïdan, qui a permis aux États-Unis d'imposer à Kiev, capitale de l'Ukraine, un gouvernement à sa botte, qui a été d'abord dirigé par Porochenko et ensuite par Zelensky. Et 2022, c'est le moment où Poutine a lancé son opération militaire spéciale, c'est-à-dire que son armée est entrée dans l'Ukraine, en tous les cas dans la partie la plus russe de l'Ukraine, qui est le Donbass. Et c'est le commencement d'une guerre qui continue et qui a fait peut-être plus d'1 million de morts. Et qui peut en faire encore davantage si on ne trouve pas une solution. Alors, donc on comprend
méfiance de Poutine, qui lui, il dit pas qu'il est contre un cessez-le-feu, mais il pense que le cessez-le-feu doit être concomitant avec un règlement, un traité de paix, où toutes les parties se mettront d'accord sur la situation qu'ils souhaitent. Ce qui a toujours été la pratique, généralement, lorsqu'il y avait deux belligérants en guerre. Oui, on essayait d'abord de négocier. Voilà. Plus ou moins, vous savez, la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas terminée par un cessez-le-feu. Absolument. Mais la reddition. Le vrai traité de paix, il est arrivé avec les accords d'Helsinki 30 ans après, en 1975. Donc, en Corée, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de cessez-le-feu. Il y a eu une ligne de démarcation, Ouais. tout est possible. Mais le cessez-le-feu, sans traité de paix, entretient la belligérance. C'est une source de problème. C'est une source de problème. Le conflit peut repartir, il peut s'envenimer. Et vu l'attitude de Zelensky et des Ukrainiens qui sont derrière lui, c'est-à-dire pas tous les Ukrainiens, mais particulièrement les néo-nazis, vu l'attitude des idéologues ouest-européens, un idéologue, par définition, ne lâche jamais et considère qu'il doit toujours gagner. L'idée de compromis, c'est la diplomatie traditionnelle, la diplomatie des États. Les idéologues n'acceptent jamais les compromis. Ou alors, s'ils en acceptent un, c'est provisoirement. Lénine disait deux pas en avant, un pas en arrière, mais un pas en arrière pour repartir en avant. Donc, grande méfiance du côté russe à l'égard de la proposition d'un cessez-le-feu qui n'aurait pas de suite dans un traité de paix. Et puis... le cessez-le-feu, en fait, c'est une trêve qui est demandée pour pouvoir reprendre un peu de souffle et repartir au combat. Bien sûr. Entre 2014 et 2022, on a eu une espèce de trêve, puisque après la révolution de Maïdan, que Valéry Giscard d'Estaing appelait un coup d'État de la CIA, c'est pas moi, c'est lui qui le disait, il est décédé depuis, mais je pense qu'il aurait dit la même chose. Et 2022, vous avez eu une période où les problèmes devaient s'arranger, et ils se sont au contraire envenimés. Les accords de Minsk de 2014 avaient prévu, autour d'un carteron composé de la Russie, la France, l'Ukraine, la France et l'Angleterre, les États-Unis s'étant mis un petit peu à l'écart. L'Allemagne. Oui, la France et l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Et aussi bien le président français de l'époque, François Hollande, que la chancelière allemande Angela Merkel ont dit, chacun de son côté, sans se concerter, que cette trêve était prévue pour armer l'Ukraine de telle manière qu'elle puisse ultérieurement faire d'égal à égal la guerre à la Russie. Et effectivement, toute cette période est une période où on arme l'Ukraine. On entraîne les soldats, même en France. Même en France, il y a des soldats nationalistes ukrainiens et peut-être même néo-nazis qui ont été entraînés dans nos casernes, a fortiori les États-Unis. Donc, il y avait une hypocrisie totale de la part des Occidentaux de vouloir négocier un règlement alors qu'ils n'avaient pas l'intention que ce règlement aboutisse à quelque chose. Donc, vous comprendrez la méfiance de la partie russe aujourd'hui, devant l'idée d'un cessez-le-feu qui ne serait qu'un cessez-le-feu. Alors, la situation, que va-t-il se passer ? Vu des positions très divergentes des uns et des autres, autant que l'Ukraine peut difficilement accepter un traité immédiat, puisque sa revendication, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui veut dire que la Crimée serait rendue à l'Ukraine, ce qui veut dire que le Donbass, ce sont des provinces de l'Est de l'Ukraine, qui sont des provinces industrielles importantes, et qui sont peuplées, on vous dit, de russophones russes, tout simplement, des gens qui, toute leur vie, ont considéré qu'ils étaient russes et qui veulent le rester. Ceux à qui on a interdit de parler de russe. Et à un moment donné, en 2015, la Rada, c'est-à-dire le Parlement de l'Ukraine, a interdit de parler le russe, en tous les cas à l'école et dans l'administration.
En privé, c'est autre chose. Évidemment, cela a envenimé le conflit de manière terrible, et qui avait conseillé cette décision, qui a été avalisée bien entendu par le président de l'époque, qui était le président Porochenko. Je n'avais voulu que le conflit devienne beaucoup plus grave, on aurait pris ce genre de décision. Il était tellement plus simple de suivre la loi qui avait été votée par le prédécesseur, Yanukovych, en 2012, qui prévoyait qu'il y avait 2 langues en Ukraine, le russe et l'ukrainien, qui étaient à égalité, et que l'administration s'arrangerait pour parler les 2 langues. À l'école, on pourrait apprendre les 2 langues. Et c'est ce compromis qui a été cassé à la suite de la soi-disant révolution de Maïdan. Et c'est un des contentieux les plus sérieux. Alors, les acteurs aujourd'hui, Trump, qui veut incontestablement faire la paix. Je vais vous dire un secret sur Trump, que peu de gens connaissent. C'est une colombe. Vous savez qu'aux États-Unis, on distinguait depuis très longtemps les colombes qui étaient plutôt pacifistes et les faucons qui étaient plutôt militaristes et guerriers. Trump est une colombe qui veut se faire passer pour un faucon. Parce que dans le contexte américain, que nous connaissons tous quand nous regardons des westerns, il faut être dur. Si vous n'êtes pas dur, vous êtes écrasé. C'est vrai dans les villes du Far West, c'est vrai dans les affaires, et c'est vrai aussi dans la politique. Donc Trump multiplie les provocations agressives et de toutes sortes, parce qu'il veut se faire passer pour un faucon. Je rappelle que Trump a terminé, dans son premier mandat, 4 guerres. Il n'en a commencé aucune. Il est le seul président des États-Unis, avec Reagan d'ailleurs, qui passait à n'avoir jamais commencé une guerre. Et alors que quelqu'un comme Obama, à qui on a donné le prix Nobel de la paix, a commencé 4 guerres. Il n'en a terminé aucune. Trump en a terminé 4 et commencé aucune. Donc quand je vous dis que c'est un pacifiste quelque part, je me fonde sur des réalités. C'est sous son mandat qui a été déversé le plus de bombes sur les pays étrangers. Le mandat d'Obama. Oui, bien sûr. Et puis les interventions de tous les côtés. Et puis les printemps arabes, la subversion de tous les pays, depuis la Tunisie jusqu'à l'Afghanistan. En passant par l'Ukraine. En passant par l'Ukraine, bien sûr. Alors, donc il tient des propos très provocateurs, et ça marche. Le plus étonnant, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les gens sont tellement hystériques à son égard. Quand je dis les gens, c'est une certaine gauche, c'est partie de l'opinion woke, qui la gauche démocrate et surtout tous les Européens, ou presque tous les Européens, sont tellement, et les médias sont tellement hystériques à son égard que dès qu'il fait une provocation, les gens se précipitent pour s'indigner et entrent parfaitement dans son jeu, puisqu'il veut se faire passer pour un méchant et un dur, et il y arrive. Il reste que dans cette affaire d'Ukraine, je pense qu'il veut la paix. Il veut la paix pour plusieurs raisons. D'abord que c'est un homme de paix. Ensuite, ça l'embête, ça ne l'intéresse pas beaucoup, cette guerre. Et puis surtout, il y a une partie du capitalisme américain qui ne songe qu'à une chose, c'est d'aller exploiter les immenses richesses de la Russie et de la Sibérie. D'ailleurs, les discussions avec Exxon se poursuivent toujours pour l'exploitation des pétroles du Nord. Et il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, qui, malgré les sanctions, ont continué à avoir des activités en Russie. Les Américains qui ont le sens des affaires ne sont pas fous. Ils se disent, si nos capitaux, nos techniques peuvent traverser l'océan Arctique, parce que c'est pas l'Europe qui traverse, c'est l'océan Arctique et qui les sépare pour aller faire des affaires en Russie, nous serions ravis. Donc il a beaucoup de raisons de vouloir la paix, mais il n'est pas seul. Il a derrière lui l'État profond américain, qui a plusieurs composantes. Une de ces composantes, c'est l'industrie de l'armement, le complexe militaro-industriel, dont le président Eisenhower avait dit, avant de quitter son mandat,
en 1960. Après moi, c'est fini, les présidents n'auront plus commandé. C'est le complexe militaro-industriel que nous avons mis en place pour la guerre froide qui va décider de la politique étrangère. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais ceux qui ont essayé de mettre au pas le complexe militaro-industriel, il s'appelle John Kennedy, il s'appelle Richard Nixon, John Kennedy a fait l'objet d'un assassinat à bonne et due forme, Richard Nixon, ce fut d'un assassinat politique, et je pense que Trump est conscient de tout ça, et que ce n'est pas facile pour lui. Et surtout, ce complexe militaro-industriel, qui comprend la CIA, enfin, la CIA avant la reprise en main que Trump était en train d'essayer de faire, et d'autres forces, probablement la haute banque et autres, est allié à un allié, ce sont les chefs d'État de l'Europe de l'Ouest. Et principalement ceux qui sont les plus actifs, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Alors là, il y a 3 chefs d'État qui s'appellent l'un Macron, l'autre Keir Starmer, Keir Starmer, anglais, qui est le et Friedrich Merz, et Friedrich Merz, et qui sont tous les deux des militaristes, et qui tous les deux se sont fixés comme objectif, disons-le clairement, de faire échouer les tentatives de paix entre Poutine et Donald Trump. Et Poutine et Trump. C'est assez monstrueux. Il y en a une qui l'a dit ouvertement, c'est la première ministre du Danemark, qui a dit qu'il faut souhaiter que ces accords, que ces négociations échouent pour pouvoir faire la guerre à la Russie, un jour. Et s'il faut faire la guerre à la Russie, a-t-elle dit, je suis prêt à prolonger l'âge de la retraite jusqu'à 70 ans. Je rappelle que c'est une socialiste, cette première ministre danoise. Et il faudra que tout le Danemark mette le paquet pour un réarmement massif. Bon, le Danemark tout seul n'y arrivera pas, mais c'est l'état d'esprit qui existe. Friedrich Merz a annoncé un plan de réarmement de l'Allemagne en disant très clairement qu'il fallait que l'Allemagne soit la première puissance militaire d'Europe. Personne n'a réagi en France. Ils nous ont envoyé 3 fois en un siècle. Mais là, quand ils disent ça, personne ne réagit. L'Europe s'est sacrée le fameux couple franco-allemand, qui n'est pas un couple d'ailleurs, c'est une expression que les Allemands ont toujours récusée, ne doit pas être remis en cause. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez et ajoutons la von der Leyen, qui est de connivence avec ces 3-là. Il n'y en a qu'une qui prend ses distances, c'est Madame Meloni qui dirige l'Italie. C'est très intéressant parce que ces Européens de l'Ouest sont considérés, j'allais dire, comme des bons moralement. Ils ont une bonne étiquette morale, une bonne réputation. Ils veulent construire l'Europe. Quoi de plus moral que de réunir tous ces peuples d'Europe qui se sont fait la guerre pendant très longtemps. On a même dit que l'Europe, c'était la paix. La construction européenne, c'est un gage de vertu. C'est un gage de vertu. Elle se réfère à Saint Robert Schuman, qui, paraît-il, était un homme très vertueux et que l'Église a déclaré vénérable. Bon, Jean Monnet, personnage très équivoque, mais qui a aussi une très très bonne réputation de faiseur de paix. Alors, ce sont ces gens-là. Vous regardez les sujets les uns après les autres, qui sont très, très tolérants pour tout ce qui est LGBT, ils sont très tolérants pour l'ultra-féminisme, je ne dis pas le féminisme, nous sommes tous féministes, mais l'ultra-féminisme, ils sont très tolérants pour l'immigration, ils sont tous écologistes, partisans des mesures de décarbonation, de la transition énergétique, etc. Bref, ils cochent toutes les cases des gens bien, de ceux qu'on considère comme les gens bien. Et à côté de ça, en face de ça, vous avez 2 personnages qui sont haïs à un point que vous ne pouvez pas imaginer par l'opinion publique, pas l'opinion publique, mais la presse mondiale ne manque aucune occasion de taper sur eux, de les ridiculiser sur 2 thèmes. Le thème, c'est que
ils sont impérialistes, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont cruels. Et le deuxième thème, c'est qu'ils sont vulnérables, ils vont perdre. On annonce tous les mois que Poutine va être renversé par ses ennemis en Russie. Ses ennemis qui, d'ailleurs, sont des faucons, qui trouvent qu'il est trop porté au compromis. On fait semblant de ne pas le savoir. Alors, autrement dit, en Europe, vous avez les mauvais qui veulent faire la paix et les bons qui veulent empêcher que cette paix se fasse. Qui veulent poursuivre la guerre. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Tout ça, c'est le résultat du fait idéologique, parce que les gens qui sont contre la paix sont des idéologues. L'idéologie, c'est très souvent des bons sentiments qui ont été retournés pour faire, en définitive, pour faire du mal. Il n'y a pas de grands crimes au XXe siècle qui ne partent de bons sentiments. Donc méfiez-vous des gens qui ont des bons sentiments, ce sont les pires. Nous espérons, bien entendu, que ces tentatives pour faire échouer la paix vont échouer. Elles s'appuient aussi sur Zelensky, c'est-à-dire ce sont des gens qui poussent Zelensky à refuser tout compromis. Parce que Zelensky s'en fiche un peu, pourvu qu'on lui garantisse de vivre, qu'ils ne soient pas assassinés quelque part. Et de garder très bonnes conditions. Ces immenses richesses qu'il a accumulées aux quatre coins de la planète, dans des conditions extrêmement douteuses. Il faisait partie des gens signalés dans les Panama Papers, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Panama Papers, qui était un réseau de trafiquants et de blanchiment d'argent, etc. Je veux dire, lui, il est prêt à adopter toutes les positions. D'ailleurs, au tout début de la guerre actuelle, il avait déclaré qu'il était d'accord avec Poutine sur un plan qui prévoyait la large autonomie du Donbass, le rétablissement des deux langues et le refus d'adhérer à l'OTAN. Il était d'accord, autrement dit, il était presque d'accord avec Poutine, et ça c'était au mois de février l'opération militaire spéciale, elle commence en février, et ça, ce sont des négociations qui ont lieu en mars, avril, mai, juin. Et là-dessus arrive M. Boris Johnson, Premier ministre britannique, sur ordre des Américains, qui cassent l'accord. Ils disent, rentrez chez vous, il n'y aura pas d'accord, et on vous aidera à faire la guerre. Alors, non seulement qui a voulu la guerre, je crois que cet événement, et d'autres d'ailleurs analogues, que je pourrais rappeler, montrent très bien qui étaient, en réalité, les bellicistes qui ont engagé cette guerre. Alors, la situation aujourd'hui est assez en balade. Zelensky va avec sa tenue de combat là, ridicule. Il va à Washington, il fait à Washington, il s'habille différemment maintenant. Je crois que Trump l'a obligé à porter à mettre une vraie veste. Mais enfin, il n'avait pas de cravate quand même. Bon, voilà la situation. Les Européens qui veulent le faire échouer en poussant Zelensky à faire monter ses exigences, qui refusent par principe toute remise en cause des frontières antérieures à la guerre. Et je vous rappelle que ces frontières, Monsieur Poutine n'avait jamais remis en cause de 1991 à 2022. C'est-à-dire ça fait Poutine et son prédécesseur. Il n'avait jamais. Maintenant, voyant après 4 ans de guerre qui ont coûté des centaines de milliers de vies aux Russes, il n'est pas prêt à laisser les territoires qu'il a conquis, surtout ce sont des territoires russophones. Oui, l'armée russe aurait du mal à accepter ça. Et bien sûr, et que ces russophones du Donbass, principalement du Donbass, ont été bombardés en permanence de 2014 à 2022. Il y a eu 15 000 civils morts. Et qu'au début de l'opération militaire spéciale, il semble, ça je ne peux pas l'assurer parce que Zelensky, avec ses mentors, parce que Zelensky sans ses mentors c'est rien du tout, était prêt à faire une opération de purification ethnique, c'est-à-dire de pousser les russophones du Donbass vers la Russie pour purifier le territoire russe de gens qui seraient attachés à la Russie. Donc compte tenu de cela, je pense que Poutine ne transigera bien entendu pas
sur la Crimée qui est déjà acquise depuis 2014, mais il ne transigera pas non plus sur le Donbass. Entre les deux, il y a un territoire intermédiaire qui devrait faire l'objet de négociations. Il y a deux choses que je n'entends pas du tout, et j'en profite pour le dire, parce que ça peut intéresser certains. C'est des référendums. Faire dans chaque oblast c'est une région ukrainienne, il faut faire des référendums pour voir qui veut rester russe et qui veut rester ukrainien et qui veut devenir russe. Ça serait une solution qui sauverait la face de tout le monde. Mais d'une certaine façon, c'est ce qui était dans les accords de Minsk II, puisqu'il y avait une sorte de fédéralisation qui laissait la possibilité à des membres de la fédération de choisir autrement. D'accord. Oui, vous avez raison de le dire. L'autre issue dont personne ne parle, c'est que de mettre, pour sécuriser l'Ukraine, à supposer qu'elle ait besoin de l'être, de mettre des soldats de l'ONU. Parce que Poutine, les Européens veulent à tout prix envoyer des soldats en Ukraine, oui, considérant que Poutine est de mauvaise foi. Donc il faut des soldats européens pour occuper l'Ukraine après les accords de paix et pour garantir les Ukrainiens contre un retour des Russes. Bien entendu, Poutine a dit non. Et puis c'est les Européens qui n'ont que des armées très, très limitées. Qu'irait-il faire là, avec le risque de déclencher une nouvelle guerre? S'il fallait trouver un arrangement de ce genre, ce seraient des soldats de l'ONU. Si ce sont des Africains, des Asiatiques, qui, avec l'uniforme de l'ONU, ça serait quand même plus neutre. Et ça peut être acceptable par Poutine, qui, en tout cas, refuse totalement la prétention des Européens d'aller mettre des soldats dans l'Ukraine, dans ce qui resterait de l'Ukraine, pour empêcher un retour des Russes. Oui, il ne peut pas accepter la présence de troupes issues de l'Union européenne et de l'OTAN pour être des gardiens de... non, il sait parfaitement que ce ne sera jamais qu'une opération nouvelle qui sera montée, il ne l'acceptera pas. Bien sûr. Alors, reste quand même la question de Kharkov et la question d'Odessa. Et je crois que, vu la tournure que prend la guerre aujourd'hui, ces deux provinces seront rattachées au Donbass, ou ont des risques d'être rattachées au Donbass. La question, c'est s'il n'y a pas d'accord de paix, si les Européens, avec Zelensky, arrivent à empêcher tout compromis entre Trump et Poutine, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les troupes russes qui avancent pas vite. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elles n'avancent pas plus vite, ça, il faudrait que quelqu'un m'explique. Mais enfin, on dit que Poutine est très économe de ses hommes, de ses soldats, oui. Et en raison de la situation démographique de la Russie, qui est assez calamiteuse. Bon, peut-être. En tous les cas, s'il n'y a pas d'accord de paix, mais qu'est-ce qui se passe? Les Russes vont continuer à avancer. Ils vont continuer à avancer jusqu'à la frontière avec la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire toute la partie ouest. Serait-ce une mauvaise solution? Eh bien, ensuite, ils auraient toute la latitude pour mettre en place un gouvernement neutralisé, sans doute inféodé à Moscou, à Kiev probablement, et dans une partie de l'Ukraine. Ukraine qui n'aura plus accès à la mer. Bien sûr. Bon, écoutez, la Tchécoslovaquie n'a pas accès à la mer, la Slovaquie non plus, la Hongrie non plus. Ça fait enfin, toute la richesse passait par les. Oui, mais ça, on peut la faire passer, on peut faire des accords pour qu'ils utilisent les ports. C'est pas. Mais ce ne sera plus l'Ukraine. On va même avoir une marine, comme les Suisses ont une marine, donc pourquoi il n'y aurait pas de marine ukrainienne? Non, ce que je vois, c'est que je ne vais pas plaider pour une solution radicale, mais je pense que Poutine a intérêt à prendre le maximum de gages, à profiter, premièrement, à gagner la guerre, deuxièmement, à prendre le maximum, sinon de territoire, du moins de garantie sur la suite. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les guerres qui sont pas terminées, pas vraiment terminées, eh ben ça repart.
hein. C'est comme les maladies. Mmh. Quand vous êtes malade, qu'on vous a soigné mais pas suffisamment, eh bien, il va y avoir une rechute. Il va y avoir... Et connaissant les Européens, ils vont tout faire pour réenvenimer les Européens qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera peut-être pas les mêmes. Et ils vont tout faire pour réenvenimer le conflit. Comme je le disais, les idéologues ne transigent jamais, ils n'acceptent que la victoire totale ou ne se résignent qu'à une défaite totale. C'est-à-dire que la défaite, ce sera aussi la leur. Surtout la leur, oui, surtout la leur. Et même, elle sera difficile à gérer pour Trump. Difficile à gérer pour Trump. Mmh. Et je crois que c'est pour ça que je me demande pourquoi Poutine avait pris au dessin avant d'arriver aux commandes de Trump pour lui éviter un camouflet. Il n'a probablement pas pu le faire autrement. Donc il y aura cette situation-là. Sur le plan économique, on n'en parle pas beaucoup. À l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire là où il n'y a pas les combats, c'est-à-dire les 3/4 du territoire, hein, plus même. À l'ouest. À l'ouest, pardon. Vous avez les plus belles terres fertiles du monde. C'est Le Tchernosium. Tchernosium, les terres noires, Mmh. et qui sont un capital inestimable pour l'Ukraine ou pour ceux qui les possèdent. Or, depuis la révolution de Maïdan, la pseudo-révolution de Maïdan, c'est-à-dire depuis que les États-Unis contrôlent l'Ukraine, vous avez des sociétés internationales financières, notamment dans l'agroalimentaire, comme Cargill, comme d'autres, qui ont acheté à vil prix des milliers et des milliers d'hectares, voire des millions d'hectares dans cette région, et qui ont déjà entrepris d'en faire des entreprises agricoles très rentables, mais grâce à la pauvreté du pays et grâce à la richesse de ses terres, ils peuvent se permettre de mettre sur le marché international des céréales, des poulets, des œufs, de manière à ruiner l'agriculture européenne, et pas qu'elle, hors compétition. Et vous avez environ au moins 50% des terres qui ont été comme ça achetées à vil prix au monde paysan. Les paysans leur en resteraient 40%, 50%, mais plus le temps passe, moins ils en auront. Il y a BlackRock aussi. Il y a les BlackRock, oui. les grands fonds financiers américains ont acheté aussi des terres là. Alors c'est très gênant d'abord. Alors je souligne que le grand capitalisme international, profitant de la guerre d'Ukraine, BlackRock, a réussi là où Staline avait échoué. Staline, il ne voulait pas seulement supprimer la propriété privée selon le dogme marxiste, il était persuadé, comme tous les bolcheviks, que la grande exploitation, c'était plus rentable que la petite. Et qu'il fallait que ces kolkhozes seraient des miracles de productivité, tout simplement parce qu'ils étaient grands. Il y avait le culte de la grande, du gigantisme, et cette collectivisation a coûté des millions de morts. À la Russie en général, à l'Ukraine en particulier. Je ne dis pas combien, parce que personne ne le sait exactement, mais des millions de morts. Ça a été dramatique. Et un effondrement de la production agricole qui ne s'est relevé qu'avec la fin du communisme. Et là, ce que Staline avait échoué à faire, c'était des très grandes unités de production rationalisées. BlackRock le fait. C'est très inquiétant pour les Européens parce que si l'Ukraine a en gros les moyens de nourrir la moitié de l'Europe, que vont devenir les paysans français, anglais, allemands, polonais, etc., exit. Et ça, c'est aussi le rêve des technocrates de Bruxelles de réduire à minima la paysannerie européenne. Parce que les paysans, c'est pas des gens faciles. Ils sont sans la propriété, ils sont indépendants, c'est des caboches assez irréductibles. Ce sont des gens que les communistes n'aimaient pas, mais les technocrates n'aiment pas. D'autant plus que ce que vous soulignez, c'est d'autant plus vrai que la Russie elle-même a une production agricole
puissante aujourd'hui. Elle s'est relevée grâce à nos sanctions. Et, Grâce à nos sanctions. et c'est elle qui a pris des parts de marché qui étaient habituellement Bien sûr. la propriété des céréaliers français. Bien sûr, bien sûr. Oh, des céréaliers français, il y en a certains qui déjà depuis 10-15 ans ont acheté des terrains en Ukraine, hein, mais pas tous, les plus importants. C'est assez inquiétant parce que c'est la disparition des accords qui ont été faits, parce que l'Union européenne, Madame van der Leyen, a fait des accords avec le gouvernement de Zelensky pour ouvrir les portes des marchés européens aux produits ukrainiens, qui sont en réalité pas ukrainiens puisqu'ils sont la propriété du sol et des exploitations, ce sont des grandes sociétés financières internationales et qui ont un pouvoir de lobbying considérable. Alors pour éviter ça, donc si l'Ukraine ne perd pas la guerre, nous avons la ruine de l'agriculture européenne et spécialement française. Si elle, donc pour éviter ça, il faut que les accords qui ont été passés soient dénoncés, et ils seraient automatiquement dénoncés si les troupes russes occupaient ces terres noires de l'Ukraine. Je spécule, mais en fait, les concessions qui ont été faites par la Commission européenne sont des concessions mortelles pour notre agriculture. Il faut le comprendre. Alors, je dis pas qu'il faille priver de débouchés l'agriculture ukrainienne, spécialement les nombreux petits agriculteurs. Mais il y a le monde entier. Hein. C'est-à-dire, s'ils ont des céréales à très bon marché, qu'ils aillent les vendre en Égypte, qu'ils aillent les vendre dans le monde arabe où il n'y a pas tellement d'agriculture, en Asie du Sud-Est où il y a trop de monde et pas assez espace cultivé. Ils auraient pu qu'on en reprenne un peu quand même, mais pas tout. Hein. Ça, c'est une donnée très importante que je tenais à souligner. Donc, je vois bien que Poutine aille jusqu'à la limite de l'Ukraine s'il n'y a pas un accord qui est conclu avant. Et c'est ce qu'auront gagné ces grands idéalistes qui dirigent l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, etc. C'est ce qu'ils auront gagné, hein, que la Russie fera la conquête de toute l'Ukraine, pas pour la garder, parce que la reconstruction de l'Ukraine, ce sont des centaines de milliards de dollars, il faudra la faire. Bon, je crois que les Russes préféreraient que ce soit l'Union européenne qui la fasse. Oui, se réservant donc, eux. C'est la raison pour laquelle Poutine a laissé entendre ses positions pas très claires, qu'il ne voulait pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN, mais qu'à la rigueur, elle pouvait être dans l'Union européenne. Ce qui, financièrement, serait... Oui, c'est un cadeau empoisonné. Sauf qu'il y a ces accords agricoles aussi à gérer. Hein. Ce cadeau empoisonné, non. Mettre de l'argent pour reconstruire, tout le monde sait faire. Hein. Vous savez que ce malheureux territoire de Gaza, le roi d'Arabie ou son ministre a dit avec 500 milliards, je reconstruis Gaza. En fait, Gaza, c'est beaucoup plus petit que l'Ukraine. Hein. C'est beaucoup plus petit que l'Ukraine. Mais il y aura, c'est une. Alors voilà le contexte. Mais il y a aussi le risque qu'il y ait des fous qui fassent se déraper l'affaire. Tous les jours, il y a des incidents. Vous avez vu ces soi-disant drones russes qui auraient survolé la Pologne, qui auraient été interceptés par la Pologne. J'ai pas la dernière vérité sur le sujet, mais il y en a qui disent, et pas seulement les Russes, que c'est une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle, je ne sais plus comment on dit en anglais aujourd'hui. Fake news. Fake news. Et même le gouvernement polonais dit que ces radars ne les ont pas vus passer. Donc, mais tous les jours, il y a des gens qui cherchent à envenimer. Le diable est là, quelque part. Il y a eu des expéditions très loin, jusqu'en Sibérie, de terroristes ukrainiens pour aller détruire en train, par exemple, où il y avait des passagers, détruire des avions qui sont dans des bases aériennes très éloignées. Il y a des gens qui cherchent à envenimer cette guerre. Heureusement, les principaux dirigeants, Trump, le Pentagone, parce que le Pentagone, il ne faut pas le mettre dans l'état profond tel qu'il est, parce qu'il faut distinguer les fabricants d'armes qui veulent en vendre le maximum, et le Pentagone qui n'ont pas envie d'aller faire une guerre qu'ils savent perdue d'avance. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui peut sauver la paix, sur certains domaines, notamment
les, À l'exception de ce colonel qui veut absolument aller mettre une fessée aux Russes, là, qui dit qu'en a rien de temps, il pourrait leur botter le cul. colonels français ou Non, un colonels... colonel américain, là, Hudson, hein, comme ça, Oui, oui. un espèce de fou furieux de la Oui, mais enfin, guerre. les gens qui dirigent le Pentagone, d'abord, s'ils ont été nommés par Trump, ils vont pas. Bon. Et Trump ne veut évidemment pas de ses extrémités, Poutine non plus. Il avait 10 fois l'occasion, avec toutes les provocations qui lui ont été imposées ou infligées, de déclencher une guerre généralisée. Mais les Russes ont des fusées hypersoniques, des fusées qui, au lieu de marcher à Mach 2, Mach 3, marchent à Mach 12, Mach 15, peut-être plus. Et les Américains s'efforcent de les rattraper, mais ils n'y sont pas encore arrivés. Ils n'ont pas encore arrivé. Alors quelqu'un m'a dit qui suivait l'affaire de l'Ukraine depuis longtemps, m'a dit que les Américains et les Russes étaient tombés d'accord. C'était quelque chose qui était dans les tuyaux et qu'en fait ce qu'ils attendaient c'était la fin, la reddition de l'Ukraine pour que ce soit annoncé. Et c'est ça qui est pas tellement compréhensible avec l'attitude de Trump, qui est une attitude assez changeante. Alors est-ce que il a aussi lui son administration, il a aussi son état profond. Alors est-ce qu'il n'est pas obligé aussi de jouer un peu sur le fait qu'il écoute, qu'il observe, qu'il regarde ce qui se passe, et puis qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec Poutine? Alors, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec Poutine, ça c'est sûr. Trump est un personnage compliqué. Il y a des gens qui disent c'est un pitre, il dit n'importe quoi, il est inconséquent, etc. Je ne crois pas du tout. C'est faux. C'est un malin. C'est le président des États-Unis. Il y a des gens qui naviguent de manière très habile en ne disant jamais rien. Il y en a d'autres qui parlent tellement qu'on ne sait plus très bien ce qu'ils pensent. Donc il fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Mais je crois qu'il sait où il va. Il sait où il va et sa résolution de terminer le conflit de l'Ukraine est certaine. Mais il faut qu'il navigue avec les pays européens. Alors je vous dis aussi que tous ces pays qui sont dirigés par des bellicistes, France, Angleterre, Allemagne, vont connaître des élections. Et les prochaines élections, il se peut que dans 3 ans, l'attitude des dirigeants européens soit complètement différente. Ça, c'est tout à fait possible. C'est même assez vraisemblable que les équipes aujourd'hui qui sont pro-OTAN, pro-Union européenne, droits de l'homiste, immigrationnistes, etc., que ces équipes soient balayées aux prochaines élections, en condition qu'il y ait quelque chose en face de crédible. Oui, l'anglais est dans une situation extrêmement difficile parce qu'il a quand même eu face à lui dernièrement une des plus grandes manifestations qu'ait jamais connue l'Angleterre. Et l'allemand aussi, il est devenu très très impopulaire parce qu'il a été élu. Il y avait un relatif bon accueil dans le pays. Et quand il a annoncé tout de suite qu'il fallait se préparer à faire la guerre à la Russie et monter tous les budgets militaires, dans un pays qui est devenu très pacifiste. Très pacifiste. C'est plus l'Allemagne de Bismarck. Sa cote est tombée, presque aussi bas que celle de Macron. Alors, la condition de la nomination de Merz, on s'en rappelle, elle n'a pas eu lieu au premier tour, comme c'est de tradition quand un accord entre le SPD et la CDU. Elle n'a eu qu'au deuxième tour. Oui. Et il y avait déjà un avertissement qui lui était donné. Oui. Je vous signale, aussi on ne le sait pas, c'est que Merz est un ancien de BlackRock. Il était un très haut cadre de BlackRock. Et qui dit BlackRock dit complexe militaro-industriel. Donc c'est une situation... Alors ces projets d'armement, je peux vous en parler, ce réarmement de l'Europe, d'abord quand on regarde de sorte les chiffres, qui sont autour de 600, 700 milliards, 1000 milliards, etc. On s'aperçoit qu'ils ont additionné tous les budgets sur 5 ans, et puis ils ont rajouté des emprunts, mais des emprunts qui ne sont pas faits, et je ne crois pas que les retraités allemands, qui sont très très près de leurs sous et de leur épargne, sont prêts à prêter de l'argent pour faire acheter des armes. Ça, je crois que c'est pareil en France aussi, où malgré des projets mirifiques,
Et puis vous n'allez pas prendre les Russes en disant on va faire la guerre dans 10 ans, parce que tous ces plans de réarmement qui sont nécessaires sans doute, ils seront opérationnels que dans 10 ans. Alors il faut comprendre C'est-à-dire l'achat du matériel ou la fabrication du matériel, c'est la partie la moins compliquée. Oui, mais c'est ça pas pour autant qu'on a une armée. Et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait plus quel matériel acheter. Parce que la guerre d'Ukraine a fait considérablement évoluer les techniques militaires. Le char d'assaut, on ne sait plus s'il sert à quelque chose ou pas. Il est devenu tellement vulnérable, ça coûte très très cher. Ouais. Il est devenu tellement vulnérable. Si vous avez un drone Akatsu qui peut le détruire, comme les Ukrainiens l'ont fait, ou les Russes le font aussi, à quoi ça sert de payer très très cher pour avoir des milliers de chars d'assaut? C'est tout ça. On est dans un tournant stratégique. On ne sait plus qui sera l'ennemi véritable et on ne sait pas. Enfin, on se figure que ce sera la Russie, mais les choses peuvent évoluer. On ne sait pas quelles seront les techniques d'armement. Comment on fera la guerre dans 5 ans, dans 10 ans. Donc là, il y a énormément d'incertitudes. Il reste que l'incertitude, elle est aussi dans le risque de dérapage, parce que je crois qu'il y a des chefs d'État en Europe occidentale dont je ne peux pas être certain de l'équilibre mental, je ne ferai pas un dessin. Oui. Et qui ne seraient pas opposés à un dérapage, leur permettant de conserver le pouvoir pendant un certain temps. Oui, et puis se donner la gloire militaire aussi, parce que c'est le rêve de tout chef d'État, c'est d'être un chef de guerre. Enfin, pas tout chef d'État. De Gaulle ne l'avait pas, ce rêve, puisqu'il avait été chef de guerre. Il connaissait la guerre. Et tous ceux qui n'ont pas connu la guerre, ils se disent, il faut que je me fasse une expédition quelque part. Sarkozy, qui n'avait jamais connu la guerre, jamais fait de service militaire, il a cru bon d'engager tout l'Occident dans la guerre de Libye. Bon, il fallait le feu vert d'Obama, sinon il ne l'aura pas fait. Mais enfin, ça a mis un désordre absolument épouvantable dans toute l'Afrique, puisque l'immense arsenal de Kadhafi s'est répandu sur toute l'Afrique et ailleurs. De même d'ailleurs que les armes que nous envoyons en Ukraine, il y en a près de la moitié qui sont distraites, on ne sait pas où. D'abord celles que les Russes saisissent immédiatement, ça existe, ou qui sont vendues par des soldats ukrainiens corrompus. Vous avez celles qu'on retrouve au Kosovo. Actuellement. En Albanie, quoi. Oui, plus loin, chez Boko Haram. Oui, ça transite par le... Vous le trouvez dans le cartel de Medellín. Vous le trouvez dans nos banlieues. Nos banlieues, on a retrouvé des armes qui avaient été donc, si la guerre ne s'arrête pas, on empoisonne une partie de la planète. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, je pense que ce risque de guerre existe, et c'est bien sûr, la guerre est toujours mauvaise, mais quand il y a un risque de dérapage atomique parce que les grandes puissances sont impliquées, on ne peut pas s'en féliciter. La position de la France, vous la connaissez, M. Macron insulte tous les jours. Après avoir tendu la main à la Russie, avoir fait croire qu'il pouvait être un interlocuteur privilégié parmi les gens de l'OTAN, tout en faisant le double jeu, c'est-à-dire en envoyant des armes à l'Ukraine, il a perdu sa crédibilité auprès de Poutine. Alors aujourd'hui, il l'insulte de différentes manières. Il ne cesse de répéter que c'est Poutine qui est responsable de la guerre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme je l'ai expliqué. Ensuite, il est agressif. Il a demandé aux hôpitaux de France de se mobiliser, de commencer à étudier un plan de mobilisation pour une guerre éventuelle. Bon, c'est le gouvernement par la peur, mais c'est aussi très malsain. Je pense que la France devrait considérer que c'est une éventualité forte. Un bon gouvernement français devrait appuyer les efforts de Trump et de Poutine pour la paix, parce que la paix en Europe, c'est la chose la plus importante. Une fois que vous avez la paix, vous pouvez combattre l'inflation, vous pouvez régler le problème des retraites, vous pouvez rééquilibrer le budget, tout ce que vous voulez. Mais la paix d'abord. Mais y compris que, compte tenu de l'état d'endettement de la France, avec les 3 400 milliards de dettes, est-ce qu'il est concevable d'emprunter encore pour arriver à 5% des dépenses militaires? Quand vous avez une vraie guerre, là on compte plus. Parce que tout ce que vous dites, on aurait pu le dire au mois de juin 1914. Le budget, la France ne pouvait pas se permettre de faire une guerre. Et quand
la guerre est déclarée et que c'est une vraie guerre, que c'est pas une petite guerre comme au Sahel, comme là on met tout le paquet et on regarde plus les considérations économiques et on paye avec la monnaie de singe, on fait marcher la planche à billets. C'est ce qui s'est passé entre 14 et 18 où la masse monétaire et donc les prix ont été multipliés par 6. C'est ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. Quand on vous dit qu'il faut se mettre en régime d'économie de guerre, l'économie de guerre, c'est l'inflation. C'est d'abord l'inflation. On n'en est pas là. Il y a de l'inflation. Elle semble sous contrôle. Pour le moment, on en est là. Et si véritablement c'était une vraie guerre, on ferait bien pire que ça. Quant aux efforts, aux promesses, aux engagements de remonter les dépenses militaires, aujourd'hui, presque aucun État d'Europe occidentale n'est à 2%. Ils sont à 1,6 pour la France. Alors ça dépend si on compte les pensions de retraite des militaires ou pas, si on compte la gendarmerie ou pas. Enfin, on est à 1,6, on est loin. Admettons que tous ces pays arrivent à 2, et que même ensuite ils arrivent à 3, ce qui est déjà douteux. C'est pas 5, hein. C'est pas 5 que les Américains avaient demandé. Bon, ce que demandent les Américains, ça ne doit pas être la loi et les prophètes. Hein. Mais enfin, si les Européens disent on va se réarmer pour vous faire la guerre dans 10 ans, il ne faut pas prendre les Russes pour des imbéciles. Ils ne vont pas rester 10 ans, l'arme au pied, en attendant que ça se passe, surtout que sur le plan technique, dans certains domaines, pas tous, ils ont une avance considérable. Je vous parlais des fusées supersoniques, hypersoniques. Mais il y en a d'autres. Et puis là aussi, dans le combat. Et puis ils ont l'expérience du combat. Vous savez, la meilleure armée, c'est celle qui vient de combattre. Ouais, bien sûr. Une armée qui vient de combattre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, est forcément bien meilleure qu'une armée qui ne s'est pas battue depuis des années et des années. Et ainsi que tout l'encadrement de celle-là. Alors nous, l'encadrement. Oui. Notre encadrement français, enfin l'encadrement supérieur, n'est pas mauvais. Hein. C'est un des atouts de la France d'avoir des officiers supérieurs et généraux de très bonne qualité. De même que nous avons des ingénieurs, alors que beaucoup de pays occidentaux n'ont plus d'ingénieurs, presque plus d'ingénieurs. Mais les Russes ont beaucoup d'ingénieurs. Les Chinois ont beaucoup d'ingénieurs. Les Chinois produisent plus d'ingénieurs que tout l'Occident réuni. Oui, bien sûr. Tous les ans. Oui. Et le métier d'ingénieur a été disqualifié en Occident, dans le monde anglo-saxon depuis très longtemps. Si dans une bonne famille, on veut un genre qui soit financier, qui soit... Bien sûr, on peut faire un commercial, un financier, un avocat. Oui. Mais surtout pas un financier, surtout pas ingénieur. Surtout pas un industriel. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que aux États-Unis, et en Angleterre et en France, la part de l'industrie dans le produit national brut est à 10% dans ces 3 pays, et qui, comme par hasard, sont les plus endettés. Vous avez dit la France, les États-Unis. La France est à 9,7%, Angleterre à 9% et les États-Unis à 10%. Vous parlez de l'industrie dans le PIB. Ouais. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB. Il est tombé très très bas. Mais en Allemagne, vous savez, il y a une chute de l'industrie qui est très importante. En Allemagne, c'est 20%. Un discrédit du métier d'ingénieur. Attendez qu'ils aient complètement amorti la vague de désindustrialisation causée par les sanctions à l'égard de la Russie. Alors, je ne sais pas parler des sanctions, ces sanctions qui ont ruiné l'Europe occidentale, alors que les États-Unis s'en portent très bien. L'économie américaine va très bien. Elle est très florissante. Le prix du pétrole a monté jusqu'à un niveau où les productions d'hydrocarbures américaines sont rentables. Les États-Unis sont aujourd'hui excédentaires en hydrocarbures. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le prix du pétrole diminue
et Oui. qu'ils ont des correspondances avec Poutine, qui lui non plus n'a Il y a pas ça aussi. intérêt à... Ils veulent pas non plus qu'il augmente trop. Hein. Oui. Parce que s'il y avait une vraie guerre, il y a une vraie guerre en Ukraine, mais s'il y avait une guerre généralisée, notamment Oui. dans le détroit, dans le Golfe Persique, les prix du pétrole s'envoleraient à un niveau qui déstabiliserait toute l'économie occidentale. Donc là, ils sont entre les deux. Il faut la principale industrie qui reste, pas la seule, mais la principale industrie qui reste aux États-Unis, c'est l'industrie d'armement. Alors, évidemment, il faut qu'ils vendent des armes. Et il ne faut pas que les conflits dégénèrent trop, parce que là, ça serait Il faut que ça reste dans les limites acceptables de la gestion financière. Une limite qui ne déclenche pas de catastrophe. Acceptable, je ne sais pas. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de la question, en tout cas en ce qui concerne l'Ukraine. Maintenant, on verra les développements, on reviendra certainement dessus. En attendant, moi, je vous remercie. C'était vraiment une très bonne présentation du sujet. Et Merci, je vous souhaite, Monsieur Bian. et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Entendu.